Alessandro Moretti se figea sur le seuil de la cuisine, son cœur martelant sa poitrine à un rythme inconnu. Sa réunion avait été annulée, un imprévu qui l'avait ramené à la maison des heures plus tôt que d'habitude, et maintenant, debout dans le silence de sa propre villa, il se sentait comme un étranger, un intrus. La scène qui se déroulait devant lui était si simple qu'elle en était révolutionnaire. Son fils, Marco, un garçon de 10 ans que les plus chers tuteurs de Rome avaient qualifié de problématique et de démotivé, était assis à la grande table en bois. Son front était plissé dans une expression de profonde concentration, un crayon serré entre ses doigts. À côté de lui, il n'y avait aucune sommité de la pédagogie, mais Sofia, la gouvernante encore vêtue de son tablier, qui montrait un point sur une humble feuille de cahier. « Tu vois ?» lui disait-elle avec un calme séraphique. « Ce n'est pas un monstre, c'est juste un nombre qui veut rentrer à la maison. Nous devons juste lui trouver le bon chemin. » Et Marco, pour la première fois depuis une éternité, ne souffla pas. Il hocha la tête, prit sa gomme et, avec une hésitation presque touchante, recommença. À cet instant précis, Alessandro, l'homme qui construisait des gratte-ciel, sentit les fondations de son monde, de ses certitudes, trembler dangereusement. La vie d'Alessandro était un monument au succès, une séquence impeccable d'objectifs atteints et d'affaires conclues. C'était un PDG, un constructeur, un homme habitué à donner des ordres et à voir des résultats. Mais depuis le décès de sa femme, le laissant seul avec un fils qui semblait s'éloigner de plus en plus, sa touche magique s'était épuisée. Son amour pour Marco était profond, indéniable, mais son langage pour l'exprimer était limité, presque primitif. L'argent. Il payait pour les meilleures écoles, les meilleurs tuteurs, les meilleurs psychologues, convaincu que l'excellence pouvait s'acheter, que l'éducation d'un fils était un investissement dont on devait attendre un retour. Et le retour ne venait pas. Les notes de Marco empiraient, son apathie grandissait et la frustration d'Alessandro se transformait en une colère sourde, une incompréhension qui érigeait des murs de plus en plus hauts entre eux. Il ne comprenait pas qu'il essayait de construire un édifice sans avoir d'abord préparé le terrain, sans avoir jeté les fondations les plus importantes, les fondations émotionnelles. Marco vivait à l'ombre de ses attentes écrasantes. C'était un enfant intelligent, à l'esprit curieux et au cœur sensible, mais le système éducatif que son père avait construit autour de lui l'étouffait. Les tuteurs, avec leurs méthodes rigides et leur impatience mal dissimulée, avaient transformé l'apprentissage en une punition. Les mathématiques étaient un labyrinthe de formules sans sens, l'histoire une ennuyeuse litanie de dates et de noms. Chaque après-midi d'études était une bataille perdue d'avance, une occasion de se sentir inadéquat, stupide, une déception. Il s'était réfugié dans une coquille de désintérêt, feignant de ne pas s'en soucier, car c'était moins douloureux que d'admettre qu'il n'y arrivait pas. Son comportement n'était pas un défi, mais une reddition. Il avait simplement cessé d'essayer parce que personne ne lui avait jamais montré qu'essayer, et même se tromper, pouvait être une expérience positive. Dans ce décor de froide efficacité et de chaude désespérance se mouvait Sofia Rossi, la gouvernante. À 35 ans, avec son visage doux et sa présence calme, elle était une anomalie, un élément organique dans un environnement synthétique. Elle se déplaçait dans les pièces immaculées, observant avec une tristesse silencieuse la frustration croissante entre le père et le fils, deux personnes qui s'aimaient mais qui parlaient des langues différentes. Sofia n'avait ni diplôme ni spécialisation. Elle venait d'une famille simple où la connaissance n'était pas un trophée à exhiber, mais un outil à partager et où la patience était la plus précieuse des vertus. Elle avait dû renoncer à l'université pour aider sa famille, mais elle n'avait jamais cessé d'apprendre, lisant chaque livre qui lui tombait sous la main. Sa seule et véritable qualification était une intelligence émotionnelle innée, une compréhension instinctive du fait qu'un enfant, avant de pouvoir apprendre les chiffres, a besoin de se sentir le numéro 1 pour quelqu'un. Alessandro resta caché derrière le chambranle de la porte, incapable de bouger, de parler. Il continua de regarder, fasciné et profondément troublé. Sofia ne enseignait pas au sens traditionnel du terme. Elle collaborait. Elle ne se dressait pas au-dessus de Marco comme une autorité, mais s'asseyait à ses côtés comme une alliée. Elle utilisait des exemples simples, tirés de la vie de tous les jours, pour rendre compréhensibles les concepts les plus abstraits. Cette équation, l'entendit-il dire, en montrant une série de chiffres qui ressemblaient à des hiéroglyphes. Pense que c'est la recette du gâteau de grand-mère.
Si tu mets trop de farine, il ne lève pas. Si tu mets trop peu de sucre, il n'est pas bon. Nous devons juste trouver les bonnes doses. » Et Marco, qui détestait les équations mais aimait le gâteau de sa grand-mère, comprit soudain. Son visage s'illumina d'une compréhension soudaine. « Ah, alors ce nombre, c'est la farine !» s'exclama-t-il. Et pour la première fois, sa voix n'était pas traînante et apathique mais vivante, excitée. Alessandro n'interrompit pas. Il se retira en silence, retournant dans le hall, le cœur battant à tout rompre. La scène à laquelle il venait d'assister était si simple, si normale, et c'est précisément pour cela qu'elle l'avait frappé avec la force d'un coup de poing à l'estomac. Il avait dépensé une fortune, l'équivalent du coût d'un petit appartement, en spécialiste qui avait échoué, et sa gouvernante, avec rien de plus qu'un cahier, un crayon et une métaphore sur le gâteau de grand-mère, obtenait des résultats qui lui semblaient impossibles. La révélation fut aussi soudaine que douloureuse. Le problème de son fils n'était pas le manque des meilleures ressources, c'était le manque de la ressource la plus fondamentale de toutes, une attention humaine, patiente et encourageante. Il n'avait pas besoin d'un autre professeur, il avait besoin de quelqu'un qui croyait en lui. Et à ce moment, Alessandro réalisa, avec une clarté presque aveuglante, qu'il n'avait jamais été cette personne. Si cette scène inattendue vous a intrigué et que vous voulez découvrir comment un simple acte de patience peut changer le destin d'une famille, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes très proches de notre rêve de 1000 abonnés et votre aide est essentielle pour continuer à raconter des histoires qui réchauffent le cœur et ouvrent l'esprit. De quelle ville nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Alessandro se retira dans son bureau, mais pour la première fois depuis des années, l'imposant bureau design et les moniteurs éteints ne lui offrirent aucun réconfort. Il s'assit, mais ne put rester en place. Il se leva, arpentant la pièce comme un animal en cage, son esprit en tumulte. La scène qu'il avait observée dans la cuisine avait déclenché une réaction en chaîne dans son cerveau logique et pragmatique, le faisant court-circuiter. Toute sa vie, il avait abordé chaque problème comme un constructeur, en analysant les données, en calculant les risques, en engageant les meilleurs spécialistes, en investissant des capitaux. Et maintenant, il se trouvait face à un problème qui ne pouvait être résolu ni par l'argent, ni par la logique, ni par l'ingénierie. La simplicité désarmante de la méthode de Sofia était un réquisitoire silencieux et puissant contre tout son système de valeurs. Il avait comblé la vie de son fils, de tous les luxes, de toutes les opportunités, mais il lui avait refusé la chose la plus simple et la plus nécessaire, son temps, sa patience, sa présence. Il se sentit comme un idiot monumental, un père inadéquat caché derrière un portefeuille bien garni et une façade de succès. La colère qu'il ressentait n'était plus dirigée contre Marco ou les tuteurs incompétents, mais contre lui-même, contre son aveuglement impardonnable et arrogant. Dans les jours qui suivirent, sa maison devint un laboratoire d'observation secrète. Il continua de rentrer plus tôt, utilisant des prétextes professionnels, juste pour pouvoir espionner sans être vu les leçons improvisées dans la cuisine. Chaque jour, la même scène miraculeuse se répétait. Sofia, après avoir terminé son ménage, s'asseyait à la grande table en bois avec Marco. Il n'y avait pas d'horaire fixe, pas de programme rigide. C'était un rendez-vous spontané, né d'une demande silencieuse de l'enfant et de la disponibilité tranquille de la femme. Un jour, il les vit aborder l'histoire, une autre des matières, détestée par Marco. Sofia ne lui fit pas lire le manuel ennuyeux. Elle sortit un vieil atlas écorné et, du doigt, traça le voyage légendaire d'Hannibal à travers les Alpes. « Imagine le froid, Marco, » lui dit-elle, sa voix un murmure captivant. « Imagine la peur de ces soldats, avec les éléphants qui glissèrent sur la glace. Ce n'étaient pas seulement des noms sur une page, c'étaient des hommes comme toi et moi, terrifiés mais courageux. » Et Marco, qui s'était toujours endormi sur les dates, des guerres puniques, était complètement captivé, ses yeux suivant le doigt de Sofia comme s'il regardait le film le plus passionnant du monde. Il apprenait non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Il découvrait le plaisir de la connaissance. La transformation de Marco était subtile, mais indéniable, comme une fleur qui éclot au ralenti. Il n'était pas devenu un élève modèle du jour au lendemain, mais quelque chose dans son attitude avait radicalement changé. Il était moins maussade, moins apathique. Au dîner, au lieu de répondre par monosyllabes en fixant son assiette,
Il levait parfois les yeux et racontait à Alessandro quelque chose qu'il avait découvert ce jour-là avec Sofia. « Papa, savais-tu que les Romains utilisèrent les chiffres différemment de nous et qu'ils n'avaient pas de zéro ?» demanda-t-il un soir, avec un enthousiasme qu'Alessandro n'avait pas entendu depuis des années. Le père, complètement pris au dépourvu, ne put que balbutier un « Ah, vraiment, intéressant ». Il réalisa avec une pointe au cœur qu'il ne savait absolument rien de ce que son fils apprenait, qu'il était un étranger dans son parcours éducatif. Il n'était que le financier d'un projet dont il ne connaissait ni la méthode ni le génial architecte. Et l'architecte n'était pas lui, le grand constructeur, mais son humble et silencieuse gouvernante. Le point de non-retour, le moment où Alessandro comprit qu'il devait agir, fut atteint à la fin de la semaine. Le tenant, tuteur de mathématiques, un professeur d'université à la retraite au salaire exorbitant, eut son habituel entretien téléphonique avec lui. « Monsieur Moretti, dit-il de son ton pompeux et résigné, je dois être honnête avec vous. Je ne vois pas de progrès significatif. Votre fils est réfractaire. Il manque des bases logiques fondamentales. Je crains que, malgré tous nos efforts, certaines limites soient tout simplement infranchissables. Peut-être devrions-nous envisager une approche moins académique. » C'était la manière élégante et lâche de dire ce qu'Alessandro avait entendu de tous les autres. Son fils était un cas désespéré, un échec. Autrefois, un tel appel l'aurait mis en fureur, l'aurait poussé à chercher un autre spécialiste encore plus cher, dans une spirale de dépenses et de déception. Mais cette fois, Alessandro écouta ces mots avec un calme glacial, car il connaissait la vérité. Il savait que ce n'était pas son fils qui était un échec, mais leur méthode. « Merci, professeur, » dit-il avec une courtoisie qui surprit l'autre. « Votre consultation n'est plus nécessaire. Je vous ferai parvenir le solde de vos honoraires. » Et il raccrocha, avec le sentiment libérateur de quelqu'un qui vient de démolir un bâtiment chancelant pour faire place à quelque chose de nouveau, de solide et de vrai. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était différente. Il y avait un calme chargé d'attente, le silence avant un changement important. Après que Marco fut allé, au lit, Alessandro descendit à la cuisine. Sofia finissait de nettoyer, ses mouvements lents et méthodiques comme toujours. Elle avait remarqué que le tuteur n'était pas venu cet après-midi, mais, avec sa discrétion habituelle, elle n'avait pas posé de questions. Elle attendait. Alessandro s'appuya contre le chambranle de la porte, se sentant maladroit et déplacé dans son propre royaume. Pour la première fois, il ne savait pas comment commencer une conversation. Son ton habituel de PDG, direct et autoritaire, lui semblait ridicule dans cette situation. Il devait se dépouiller de son rôle, de son orgueil, et parler simplement comme un homme, comme un père inquiet qui demande de l'aide. C'était un rôle auquel il n'était pas habitué et qui l'effrayait à mort. « Sofia » commença-t-il, sa voix plus basse que d'habitude, presque timide. Elle se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier, ses yeux calmes le regardant avec une expression neutre mais attentive, sans servilité ni défi. « Je t'ai vu, ces derniers jours, avec Marco. » Il marqua une pause cherchant les mots justes, des mots qui ne sonneraient pas comme un interrogatoire mais comme une véritable demande de compréhension. Il semble différent. Il est plus calme. Il essaye. Une autre pause, encore plus longue, où le bourdonnement du réfrigérateur semblait assourdissant. Son tuteur, le dernier, m'a dit la semaine dernière qu'il était un cas désespéré. Il leva les yeux et son regard croisa le sien, une expression de confusion authentique et désarmante sur son visage. Je ne comprends pas, vraiment. Qu'as-tu fait qu'une armée de professeurs et de psychologues payés une fortune n'a pas réussi à faire? Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une question nue et crue, la question d'un homme qui a perdu son cap et cherche désespérément une boussole. La réponse de Sofia fut si simple, si dénuée de prétention, qu'elle en était presque déconcertante. Elle haussa légèrement les épaules, un geste presque imperceptible de gêne face à cette attention inattendue. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur, » dit-elle, sa voix sincère et directe, sans aucune trace de fausse modestie. « Je ne connais pas leur méthode, je n'ai pas leur diplôme. Je me suis juste assise avec lui. » Elle le regarda et dans ses yeux, il y avait une sagesse ancienne, une vérité fondamentale qu'Alessandro avait complètement oubliée dans sa course au succès. Parfois, les enfants, surtout quand ils se sentent seuls et sous pression, n'ont pas besoin d'un professeur qui se tient en chair. Ils ont juste besoin de savoir que quelqu'un est assis à côté d'eux,
quelqu'un qui ne se fâche pas s'il se trompe, quelqu'un qui ne regarde pas sa montre en comptant les minutes qui restent avant la fin de la leçon, quelqu'un qui ne les fait pas se sentir stupides, mais qui leur dit calmement « Ne t'inquiète pas, on réessaie, ensemble. » Peut-être, conclut-elle, d'un filet de voix craignant presque d'avoir dépassé une limite, avait-il juste besoin de ne pas se sentir comme un cas désespéré. Il avait juste besoin de savoir que quelqu'un n'abandonnerait pas, même s'il se trompait sur la même division 10, 20, 100 fois de suite. Le silence qui suivit fut profond, mais non plus vide. C'était un silence plein de compréhension. Les paroles de Sofia, dans leur simplicité désarmante, avaient démoli le dernier mur d'arrogance d'Alessandro. Il avait compris. Il ne s'agissait pas de mathématiques ou d'histoire. Il ne s'agissait pas de méthodes d'enseignement ou de potentiel cognitif. Il s'agissait de solitude, de peur d'échouer, de besoin de connexion humaine. Son fils n'était pas un ordinateur en panne à réparer. C'était un cœur effrayé qui avait besoin d'être rassuré. Et lui, son père, avait été si occupé à chercher le bon technicien qu'il n'avait pas remarqué que la seule chose nécessaire était une main sur l'épaule et une voix qui disait « Je suis là, ensemble, on va y arriver ». La leçon la plus importante de cette journée, ce n'était pas Marco qui l'avait apprise, c'était lui. Et c'était une leçon qui allait changer sa vie et celle de sa famille, pour toujours. La simplicité presque brutale de la réponse de Sofia laissa Alessandro complètement désarmé. Ces paroles « je me suis juste assise avec lui » n'étaient pas une explication, mais une sentence. Une sentence qui condamnait sans appel toute son approche de la paternité, tout son système de valeurs basé sur l'efficacité et la délégation. Il resta silencieux dans la cuisine, soudainement devenue trop grande, se sentant petit et nu. Pour la première fois, il se vit avec une clarté impitoyable. Il n'était pas un père occupé qui subvenait au mieux aux besoins de son fils, mais un manager qui gérait un projet déficitaire, un constructeur qui continuait à utiliser des matériaux précieux sur des fondations qui s'effondraient, sans jamais prendre la peine de descendre vérifier en personne. La révélation ne fut pas un murmure, mais une explosion silencieuse qui rasa ses certitudes, le laissant seul, debout, au milieu des décombres de son orgueil. Cette nuit-là, Alessandro ne dormit pas. Il erra dans la maison silencieuse, un fantôme dans son propre musée de luxe. Chaque objet, chaque meuble de créateur, chaque œuvre d'art qu'il avait acquise avec tant de soin, lui paraissait maintenant froid, stérile, dépourvu de sens. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de Marco. Son fils dormait, un souffle léger dans l'obscurité. Sur le bureau coûteux, la tablette de dernière génération et les manuels importés de l'étranger semblaient des objets étrangers, inutiles. Le véritable apprentissage, la véritable connexion, n'avait pas lieu là dans cette pièce conçue par un architecte pour une éducation d'élite. Elle avait lieu dans la cuisine, sur une table en bois usée, avec un cahier à quelques centimes. À cet instant, il comprit que pendant des années, il avait essayé de construire le sommet de la pyramide sans jamais se soucier de la base. Et la base, le fondement de tout, n'était pas l'intelligence ou la méthode, mais quelque chose de beaucoup plus simple, la certitude de ne pas être seul. Le lendemain, Alessandro prit sa première véritable décision de père. Il ne délégua pas, il n'appela pas sa secrétaire. Il prit le téléphone et, de sa propre voix, renvoya toute l'équipe de tuteurs et de consultants. Ce fut un appel bref, courtois, mais définitif. Il sentit un poids énorme se soulever de ses épaules, le poids d'une fiction qu'il ne pouvait plus supporter. Puis, il attendit. Il attendit jusqu'au soir, quand le rythme de la maison ralentissait, quand le travail était terminé et qu'il ne restait que le temps de la famille. Un temps qu'il avait toujours rempli d'autres appels, d'autres emails, d'autres absences. Mais ce soir-là, il choisit d'être présent. Il descendit à nouveau à la cuisine, où Sofia rangeait les dernières choses, et se prépara à faire la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite de sa vie, admettre qu'il avait eu tort, et demander de l'aide. Il s'approcha de la table, la même table où il avait vu son fils renaître. Il toucha la surface en bois, comme pour en absorber la simple sagesse. « Sofia, dit-il, et sa voix était différente, dépouillée de toute autorité. Tu avais raison. Et moi, j'ai tout fait de travers. » L'aveu lui coûta un effort incroyable, mais fut aussi libérateur. J'ai renvoyé les tuteurs. Il la regarda et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas ceux d'un employeur, mais d'un homme qui demande de l'aide à un autre être humain. « Je ne sais pas comment faire. »
Je ne sais pas comment s'asseoir à côté de lui. Je ne sais pas comment être patient. Je construis des choses, Sophia. Je ne sais pas comment réparer les gens. Sa vulnérabilité était totale, désarmante. Je veux te faire une proposition, continua-t-il. Je veux te donner une augmentation, un salaire d'enseignante, pas de gouvernante. Et je veux te demander de continuer à faire ce que tu fais. 1 heure par jour. Juste toi et lui, s'il te plaît. Sophia l'écouta en silence, ses yeux doux ne le jugeant pas, mais le comprenant. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment, un silence qui parut une éternité à Alessandro. Puis, elle secoua lentement la tête. Le cœur d'Alessandro se glaça. Elle allait refuser. « Je ne peux pas accepter, monsieur, » dit-elle doucement. Et avant que le désespoir ne puisse le submerger, elle continua. « Je le ferai, bien sûr que je le ferai. Je le ferai pour Marco, pas pour l'argent. Mais 1 heure par jour, seule avec moi, ne suffit pas. » Elle le regarda droit dans les yeux, et ses mots suivants furent la vraie leçon, le vrai tournant. Il n'a pas besoin d'une autre enseignante. Il a besoin de son père. Si vous voulez vraiment l'aider, monsieur, 7 heures par jour, vous devrez la passer à cette table aussi. Pas pour enseigner. Juste pour être là, pour apprendre avec lui. La contre-proposition de Sophia fut le véritable test. Elle ne lui offrait pas une solution facile, une délégation plus efficace. Elle lui demandait de s'impliquer, d'investir non plus son argent, mais son temps, son âme. Un instant, le vieil Alessandro, le PDG, l'homme occupé, fut tenté de refuser. Mais il pensa au visage concentré de son fils, à son rire silencieux, et comprit qu'il n'y avait pas le choix. C'était la seule voie. Il hocha lentement la tête, un geste qui valait plus que 1000 contrats. « Oui, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Oui, je serai là. » Dans cette simple promesse, faite dans le calme d'une cuisine, un père retrouva son fils, et un homme se retrouva lui-même. La première pierre solide de la nouvelle fondation avait été posée. Aimez-vous cette histoire? Votre j'aime nous aide beaucoup à continuer. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin heureuse. Maintenant, nous continuons avec la vidéo. L'accord conclu dans la cuisine ce soir-là ne fut pas scellé par une poignée de main formelle, mais par une entente silencieuse, un pacte entre 2 personnes qui, bien que venant de mondes opposés, partageaient le même et unique objectif, le bonheur d'un enfant. C'est ainsi que commença un nouveau et incertain chapitre dans la vie de la famille Moretti. Le lendemain, à 5 heures de l'après-midi, l'heure qui avait été autrefois synonyme de tension et de disputes avec les tuteurs, la grande table en bois de la cuisine devint une sorte de salle de classe improvisée, un laboratoire d'apprentissage et de reconnexion. Au début, c'était incroyablement gênant. Alessandro s'assit à côté de Marco, se sentant maladroit et déplacé, un géant dans un monde de petites choses. Il ne savait pas quoi dire, quoi faire. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs millions, semblaient énormes et inutiles face à un problème de division. Sophia servit de catalyseur, de médiatrice silencieuse. Elle ne donnait de leçons ni à Marco ni à Alessandro. Simplement, elle créait l'environnement. Elle apportait une carafe de limonade, s'asseyait en bout de table et se mettait à tricoter ou à feuilleter un magazine, sa présence calme servant de filet de sécurité pour tous les deux. Elle encourageait Marco d'un sourire, et quand elle voyait Alessandro se raidir d'impatience, elle lui lançait un regard doux mais ferme qui le ramenait à la réalité. Lentement, Alessandro apprit la leçon la plus difficile de toutes, ne rien faire. Il apprit à se taire, à observer, à résister à l'envie de donner la réponse, de corriger l'erreur, de prendre le contrôle. Il apprit à laisser son fils se tromper, se corriger lui-même, découvrir son propre rythme. Il apprenait l'art de la patience, un art qu'il n'avait jamais pratiqué de sa vie. Les premiers progrès ne furent pas dans les notes, mais dans les petits gestes. Un soir, Marco, bloqué sur un problème de géométrie, ne se referma pas dans son silence obstiné habituel. Au lieu de cela, avec une hésitation presque imperceptible, il poussa le cahier vers son père. « Papa » murmura-t-il, « ça, je ne comprends pas. » Pour Alessandro, cette simple demande d'aide fut plus gratifiante que n'importe quel contrat signé. Il ne connaissait pas la réponse, mais peu importait. « Je ne comprends pas non plus », admit-il, avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. « Mais essayons de réfléchir ensemble. » Et pendant la demi-heure qui suivit, père et fils travaillèrent côte à côte, non pas comme un enseignant et un élève, mais comme une équipe faisant face à un problème commun. Finalement, ils ne trouvèrent pas la solution,
Mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus important. Un point de contact, un langage partagé. Peu à peu, la cuisine devint le véritable cœur battant de la maison. Ce n'était plus seulement une zone de service, mais le centre de leur vie de famille. Les heures consacrées aux devoirs se transformèrent en conversation. En résolvant une équation, ils parlèrent de leur journée, de leurs pensées, de leurs peurs. Alessandro découvrit que son fils avait un sens de l'humour aiguisé, qu'il aimait les histoires d'aventure, qu'il s'inquiétait pour un de ses camarades de classe. Et Marco découvrit que son père n'était pas seulement une entité distante et autoritaire, mais un homme qui se sentait parfois fatigué, qui détestait le latin quand il était enfant, qui savait raconter des blagues stupides. Les murs qui les avaient séparés pendant des années commencèrent à s'effriter, brique par brique, remplacés par un pont de compréhension et d'affection. La vraie victoire arriva des mois plus tard, sous la forme d'un bulletin de notes. Ce n'étaient pas toutes d'excellentes notes, mais elles étaient toutes suffisantes. Et à côté des chiffres, il y avait une note manuscrite de la coordinatrice de classe. Marco a fait des progrès exceptionnels, mais le plus grand changement n'est pas dans les notes, mais dans son attitude. Il est devenu un enfant plus participatif, plus sûr de lui et surtout plus heureux. Alessandro lut cette note les larmes aux yeux, non pas pour les notes, mais pour ce dernier mot, heureux. Il avait dépensé une fortune pour essayer de faire de son fils un génie, et il avait échoué. Puis il avait cessé d'essayer de faire de lui quelque chose, et avait simplement commencé à être avec lui, et il avait tout obtenu. La leçon était complète. Un an plus tard, la scène finale se déroule dans cette même cuisine. C'est un samedi après-midi pluvieux. Alessandro et Marco sont assis à table, les têtes penchées sur un problème de mathématiques particulièrement ardu. Ils rient, se moquant l'un de l'autre de leurs erreurs. Il n'y a plus aucune trace de l'ancienne tension. Il n'y a que la complicité de deux personnes qui s'aiment et qui s'amusent à apprendre ensemble. Sofia entre dans la pièce, apportant un plateau avec un gâteau au chocolat, fraîchement sorti du four et 3 tasses de lait chaud. Elle n'est plus seulement la gouvernante, elle fait partie intégrante de ce tableau, l'architecte silencieuse de ce bonheur retrouvé. Elle s'assoit avec eux, et pendant un moment, ils parlent de tout et de rien, comme une famille normale. La maison n'est plus une salle d'exposition froide, mais un lieu chaleureux et vécu. La leçon la plus importante qu'Alessandro a apprise n'a pas été comment enseigner les mathématiques à son fils, mais comment être présent. Il a compris que les fondations les plus solides ne sont pas en ciment mais en temps, en patience et en amour. La solution aux problèmes les plus difficiles, réalisa-t-il, ne se trouve pas dans des ressources coûteuses ou des méthodes complexes, mais dans l'outil humain le plus simple et le plus puissant de tous, la présence attentive de quelqu'un qui s'assoit à côté de vous et vous dit, sans avoir besoin de mots, « Je suis là et je ne pars pas ». Le meilleur enseignant au final n'était pas celui avec le diplôme le plus prestigieux, mais celui avec le plus grand cœur. Et en regardant Sofia et Marco rire ensemble, Alessandro comprit qu'il était l'homme le plus chanceux et le plus riche du monde. Croyez-vous que la présence d'un parent est plus importante que n'importe quel tuteur spécialisé, quelles que soient ses compétences? Laissez un like si vous pensez que la patience et l'amour sont les meilleurs outils d'enseignement. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir des liens familiaux. Commentez la famille d'abord, si vous aussi vous croyez que le temps passé ensemble est le cadeau le plus précieux.